Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bérénice, je travaille chez Holomea et je suis passionnée par la bio-inspiration et la manière dont fonctionnent les humains entre eux. Bienvenue sur La Fluence, le podcast qui explore la coopération. La Fluence, c'est une occasion de se poser des questions, d'explorer, de découvrir, d'apprendre et surtout de partager. Entre chaos et opportunités, explorons ensemble de nouvelles manières de construire les collectifs. Dans cet épisode, nous rencontrons Paola Médard, professeure de yoga et fondatrice du studio L'Intuitive. Auparavant consultante en web marketing et méthode agile, elle nous parle aujourd'hui de sa vision de la coopération, à la fois avec les enseignants qui l'ont rejoint au studio, mais également en tant qu'enseignante de yoga. Aujourd'hui, je la retrouve sous le soleil de Montpellier, après un bon repas. Bonjour Paola. Aujourd'hui, on va aborder tes expériences de coopération, à la fois en tant que fondatrice du studio de yoga L'Intuitive et également en tant que professeure de yoga. Est-ce que tu peux te présenter et te décrire en quelques mots ? Bonjour, merci beaucoup pour ton accueil. Alors, je m'appelle Paola, j'habite à Montpellier, je suis née à Montpellier, donc voilà, localement, j'aime beaucoup cette ville. Je suis professeure de yoga depuis 8 ans. J'enseigne du yoga vinyasa, mais aussi du yoga plus doux. Donc voilà, j'ai exploré pas mal de choses au niveau du yoga et depuis 2 ans, j'ai créé l'Intuitive Yoga, qui est donc un studio de yoga local situé dans le quartier des Arceaux à Montpellier. Du coup, pour compléter cette présentation de Montpelliéraine aguerrie, chauvine, je voulais savoir du coup quelle est ta vision de la coopération, comment est-ce que tu la définis ? La coopération, je la vois de différentes façons. Je la vois dans un groupe, je la vois aussi dans une relation en one-one. Je trouve qu'en collaboration, on fait des choses que parfois seul, on ne peut pas faire. Donc, c'est quand même un beau tremplin pour créer des choses et pour partager aussi des intentions qui peuvent aussi être différentes, mais qui, allant dans une même direction, peuvent créer des choses assez chouettes. Dans le yoga, on a plein de yogas différents et pourtant, ils servent à chaque personne différente. Enfin, chacun, il peut trouver son yoga. Ce que je trouve le gros challenge dans la coopération, c'est que tout le monde soit OK avec les règles de la coopération qui sont mises en place et tout le monde soit OK dans sa place. Voilà, quand quelqu'un prend part à une collaboration ou à une coopération, enfin, il y a plusieurs façons de le voir. Ça va être aussi... Est-ce que je me sens à l'aise dans la position dans laquelle je suis ? Est-ce que je suis OK sur la chose sur laquelle je suis en train de créer et de co-créer ? Voilà, ça me semble vraiment important. Un peu l'aspect de... Comment on dit de consentement, en fait. Ouais. Même dans une coopération, voilà, de consentement. Ah non, c'est après manger, genre... je suis sur la digestion. Sorry. Mais voilà, il y a vraiment ce côté aussi... voilà. Et donc, ce qui est important quand tu as l'initiative d'une coopération, d'une collaboration, d'une co-création, c'est vraiment de poser un cadre. Coopérer pour coopérer, ouais. Voilà, il faut que ça ait du sens, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, nous justement, dans notre vision de la coopération, souvent on dit que c'est pas une injonction. Et on a un peu tendance à dire à des personnes, voilà, vous allez travailler ensemble, donc allez-y, coopérez. Et en fait, dans la réalité, moi je pense comme toi que c'est pas quelque chose qui se fait forcément comme ça, ou qui se fait parce qu'on nous a dit de le faire, mais qu'il faut effectivement poser un cadre, donner une direction commune et clarifier ses intentions. Et du coup, là c'est plus facile, quoi, parce qu'on a vraiment quelque chose pour expérimenter. Ouais, et puis il y a ce truc aussi de... quand t'entreprends, on va te proposer plein de choses. Tu vas avoir plein d'opportunités différentes. Et il y en a qui vont t'éloigner parfois de ce que t'as envie de créer, justement. Mais bon, ça brosse un peu l'ego aussi, des fois. Et donc tu vas te dire, ah tiens, ok, je vais faire cette coopération sur tel projet ou quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça résonne pas du tout avec ce pourquoi t'es là ou ce pourquoi tu fais ce métier. Donc il faut toujours... ça fait partie des expériences, donc c'est intéressant, ça te permet de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas aussi dans ton cheminement, parcours personnel et professionnel. Mais voilà, c'est vraiment, il y a ce côté de en avoir l'envie et d'y trouver du sens. Ouais, de vraiment se sentir impliqué Ouais.
par rapport à ce que soi on a envie de faire. Mm. Est-ce que tu pourrais me partager un petit peu ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel avant justement d'être dans l'aventure entrepreneuriale et de créer l'Intuitive ? Oui, j'ai fait des études de commerce en web marketing. Donc à l'époque, ça n'existait pas trop. C'était vraiment la seule filière qui existait à Montpellier. Du coup, je suis partie faire mes stages pour valider mon diplôme à Paris. Et à Paris, j'ai découvert un métier qui s'appelle consultant. Aujourd'hui, qui est hyper représenté chez les jeunes, je pense, entre 23 et 35. Il y a beaucoup de gens qui font du consulting. Donc, tu as sur plein de sujets différents. Donc là, c'était du consulting en web marketing et dans tout ce qui était méthode agile. Donc, voilà, j'ai été consultante pendant 3 ans et demi. J'ai changé de société, d'entreprise à plusieurs reprises. J'ai fait beaucoup automobile, donc Mappy, PSA, Renault. J'ai beaucoup été spécialisée là-dedans. Voilà, c'était une chouette expérience, c'était très riche dans les entreprises. La méthode agile était très peu développée à l'époque, donc j'avais une casquette de PO, puis après donc product owner, et après plutôt dans le coaching agile. Donc c'était super chouette. Et la vie parisienne m'a amené un peu à du stress quotidien, voire permanent. Alors avant, c'était juste avant une présentation ou juste pour un entretien. Et puis ça s'est développé sur une anxiété plutôt généralisée. Et sur ma dernière mission à Paris, ça a été vraiment le trop-plein pour moi. C'était complètement à l'opposé de mon cadre de vie. Bah voilà, à Montpellier, il y a quand même la nature partout. J'avais vécu un peu à l'étranger avant. Et donc, si tu veux, d'arriver dans ce contexte en ayant vraiment l'image... Je pense qu'à 18 ans, je m'imaginais comme une femme d'affaires vraiment parisienne, en m'imaginant que je m'achèterais plein de sacs à main et tout. Mais en fait, fort de constater que même à 24 ans, c'est toujours pas quelque chose qui m'intéressait, en fait, profondément. Et je comprends que ça puisse intéresser d'autres personnes, mais en tout cas, c'était pas du tout un attrait pour moi. Et malgré les années, ça l'est toujours pas devenu. Donc, quand je suis arrivée là dans cette dernière mission chez AXA, déjà, il faisait tout gris comme 90% du temps. Ça change du soleil de Montpellier. Exactement. Ça faisait un petit moment que j'étais déjà à Paris, que j'avais ce stress chronique. La mission était tout en anglais. C'était très, très technique. On était une petite équipe. Comme d'habitude, c'était comme souvent dans le consulting, quand t'es plutôt junior, on t'envoie sur les missions un peu incendie, où il faut gérer l'incendie. Donc, je suis arrivée sur un sujet qui était très compliqué, c'était la protection des données personnelles. Donc, pour une assurance, il y a de quoi faire. Et donc, voilà, et un matin, je suis montée, on était au 27e étage, et mes oreilles se sont bouchées en montant. Je suis allée à cette machine à café sur laquelle j'y allais. Ça faisait pas longtemps que j'y étais, 2 semaines. Mais depuis 2 semaines, et je regardais par la fenêtre ce gris qui tombait, moi habillée dans des habits qui ne me correspondaient pas, je me suis dit, c'est atteint. Donc, t'as touché une limite de voilà, ce que tu pouvais donner exactement. À ce moment-là, quoi. Après, je pense que ça dépend des caractères, mais moi, quand je sens qu'il y a quelque chose, quand je prends une décision, je la mets en place très rapidement. Donc voilà, je suis allée voir mon employeur et je lui ai dit, bon ben voilà, je rentre à la maison. J'ai négocié une rupture conventionnelle et tout de suite en rentrant, je savais que j'allais me former à l'enseignement du yoga, qui m'a suivi toutes ces années à Paris pendant cette période professionnelle. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu en faire ton métier, justement, cette pratique du yoga ? Je crois que je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit, tiens, est-ce que je voudrais faire ça, à y réfléchir pendant longtemps. Je savais que j'allais faire ça. Je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est comme ça, un truc, une vocation un peu. Ouais. Je me suis dit, j'allais à mes cours, j'étais pas pressée. Enfin, pendant que j'étais en tant vraiment qu'élève, et je le suis toujours, mais dans ces cours-là à Paris, à aucun moment je me suis imaginé autre chose parce que mon quotidien était déjà rempli. Mais quand je me suis dit stop, j'arrête là, je savais que j'allais me former à l'enseignement, que j'allais enseigner. La chose que je ne savais pas, c'est est-ce que je n'allais faire que ça, tu vois. Mais ouais, le fait d'enseigner, vraiment, je me suis dit je descends, mais bien sûr c'est ce que je veux faire, quoi. Je me régale, ça me passionne. J'ai pas fait tu sais, les trucs pour et contre. Pour et contre. Voilà, j'ai pas fait ça. Franchement, je suis rentrée, je me suis dit, je me forme.
je continue à bosser. Donc, j'ai été consultante ici à Montpellier pendant 1 an encore, quand ça s'en est suivi. J'ai même commencé en parallèle une formation de naturopathe. Ça m'a pas plu du tout. J'ai fait 2 jours, j'ai arrêté. Je me suis dit non, il y a beaucoup trop de choses à faire dans le yoga. Et voilà. Et tout de suite après, même pendant ma formation, j'ai déjà commencé à enseigner, en fait. Dès que je me suis dit, ok, j'adore, en fait. Non, je vais chercher, j'ai commencé directement à explorer. C'était facile de trouver un public à Montpellier pour enseigner? C'était plus facile qu'à Paris parce que c'est la maison. Donc, quand tu reviens dans tes racines, surtout quand t'es ébranlé un peu émotionnellement, parce que ce qui a été dur dans ces 3 ans, c'est la désillusion en tant qu'étudiante au passage professionnel, c'est une grosse désillusion. Il y a le fait aussi d'avoir la sensation de te battre pour des causes qui sont juste dans une entreprise, mais malgré eux, parce qu'il y a des gens super dans les entreprises, mais à quel point certains projets sont bloqués. Complètement, c'est bloqué. Et le fait de devenir complètement comme si t'étais plus dans ton corps, quoi. Il y a une espèce de dissociation qui se fait entre ton corps physique et ce que ton cerveau a créé pour te dire « Tiens, je serai telle personne », alors qu'en fait, juste, il suffisait d'accepter la personne que j'étais, de base, tu vois. Voilà, la plus facile à la maison. Ouais, les sûr. amis, la famille. Et puis, du coup, c'est ce qui te donne aussi... Après, chapeau aux gens qui se lancent ailleurs que de là où ils viennent. Mais c'est vrai que les liens et le social a toujours été important dans ma vie. Familialement, ça a toujours été très important. Donc, j'avais vraiment la sensation de revenir en terrain conquis. Et je me sentais... Tu te sentais portée. Ouais, tu te sens choyée, tu te sens, tu vois, voilà, enveloppée, quoi. Trop bien. Belle histoire. Et comment ça s'est passé la création de l'intuitif pour toi? Donc du coup, en fait, je suis rentrée à Montpellier, j'ai commencé une formation, puis j'ai commencé à enseigner tout de suite. Et en fait, quand j'ai commencé dans l'enseignement, rapidement, j'ai donné des cours en indépendante, un peu en studio yoga aussi. Pendant des années, j'ai loué une salle dans le quartier des Arceaux, où au début, j'avais 2 créneaux, puis après, j'en ai eu 3, puis après, j'en ai eu 10. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc là, on est tous devenus des enseignants en ligne. Très dur, comme pour tout le monde pendant ce Covid, mais très riche. Et ça nous a ouvert aussi beaucoup de portes dans notre métier. Comme dans tout, en fait, tous les métiers. Aujourd'hui, il y a plein de choses, toutes les formations en ligne qui existent. Enfin, c'est un truc de ouf. Je pense que ça donne ici de la visibilité à des personnes qu'on n'aurait pas forcément connues si on n'était pas dans le bon quartier ou si on n'avait pas les bonnes infos. Et là, de voir tout le monde en ligne, ça donne accès et on se dit « Ah, mais en fait, je suis pas très loin » ou « Ah, mais c'est super, cette personne, je savais pas qu'elle faisait ça. » Et du coup, je pense que ça a boosté pas mal de choses dans la pratique. C'est exactement comme dans l'étirement d'une posture de yoga. Tu vas créer de la place et du coup, en créant cette place, il va y avoir de l'espace disponible. Donc, ça a permis à des personnes... on a vu plein de reconversions et tout, dans votre monde de l'entreprise, enfin, de le business, vous devez le voir, quoi, encore plus que nous, vu de l'extérieur. Mais... Donc, voilà. Et pendant le Covid, franchement, quelques mois après avoir commencé à enseigner, j'avais déjà en tête d'ouvrir un espace pour plusieurs raisons, parce que... Le yoga que j'enseigne et dans lequel aussi j'ai envie de m'investir, c'est vraiment le yoga santé. Et donc, aujourd'hui, dans la santé, le contexte est très, très compliqué. Et du point de vue des soignants comme du point de vue des soignés, c'est très complexe. Et pour donner aussi un peu de poids à cet enseignement, d'avoir un espace pour porter ses projets, j'avais toujours en tête d'ouvrir quelque chose. Et pendant le Covid, j'ai cherché un lieu... Puis ça l'a pas fait, donc j'ai arrêté, donc j'ai lancé des cours en ligne. Et suite au confinement, je visitais des appartes pour créer la structure dans un appartement plutôt. Et en fait, j'ai des élèves qui sont venus me voir et qui m'ont dit voilà, on a entendu parler de ton projet et on aimerait t'accompagner là-dedans, se porter caution d'un prêt bancaire ou quoi que ce soit. Et apporter aussi nos compétences dans le montage du projet. Et donc, on a trouvé un garage dans le quartier des Arceaux qu'on a retapé complètement et qui a ouvert il y a 2 ans. Enfin, attendez quoi là, 2024 ? Ça a ouvert en septembre 2022.
Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi à peu près. Ouais, j'ai l'impression que vous avez Ouais. 4 ans, quoi. Il y a 10 ans, voilà. On est bien installés maintenant. C'est ça. Mais comme ça a pris du temps. Et puis, en sortie de Covid, tous les projets que tu mènes, immobilier ou pas immobilier, ça a été allongé x2 pour rattraper le temps qui n'a pas été perdu, mais qui a juste pas convenu à notre mode de vie. Donc voilà. Par rapport à la question de l'environnement de travail, aujourd'hui, maintenant que tu es à ton compte et que du coup, tu as un lieu aussi qui t'est propre, est-ce que tu as réussi à créer un environnement de travail qui est plus aligné avec ta manière de faire ? Oui, parce que ma manière de faire, déjà, il y a 8 ans et aujourd'hui, je suis pas la même personne. Enfin, je suis la même personne. T'as évolué. J'ai pas la même expérience. Donc, je comprends aussi que dans certaines entreprises, à l'époque, quand j'étais tout feu, tout flamme, il y a des choses qui se font pas du jour au lendemain. Et même quand t'as les moyens, que t'as de l'espace, que tu sais exactement qui aller chercher sur tel projet, en fait, juste la vie prend du temps. Je dirais qu'en tout cas, j'ai essayé de créer un espace où les personnes qui viennent y travailler et les personnes qui viennent y pratiquer viennent parce qu'elles ont envie de venir. Alors, c'est plus facile que dans le monde de l'entreprise parce que quand t'es salarié, il y a aussi ce côté de devoir travailler, mais c'est comme ça que notre système y fonctionne. Mais aussi d'avoir le choix de te dire, ok, peut-être tel studio, il correspond plus à mon approche, ou celui-là, je vais apprendre des choses que j'apprendrai pas forcément dans un autre. Voilà, et de participer à ce qui existe sur le marché. Maintenant, est-ce que c'est mieux, bien, super, nul, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça correspond à des personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est l'essentiel. Mais moi, je pense que dans le monde de l'entreprise et du salariat, c'est un peu... Enfin, moi, j'essaye de m'appliquer cette philosophie, de me dire j'ai envie de travailler dans un endroit où j'ai envie de venir, où l'ambiance qui est déjà présente, elle me semble me convenir, ou peut-être que je vais apprendre des choses que je vais pas apprendre ailleurs. Enfin, toutes les réflexions que tu viens de faire, je pense qu'elles peuvent s'appliquer à plein de domaines, et du coup, je trouve ça chouette de se poser les questions aussi sur l'état d'esprit d'un studio de yoga, parce que je trouve qu'on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais de l'effort en fait qui est fait pour justement créer ce cadre et cette philosophie qui règne. Ouais, c'est énorme. Même, tu vois, dans le milieu du yoga en lui-même, nous on est venu à Montpellier, s'installer à Montpellier, il y a de la proposition en yoga et en studio de yoga, mais ce que je voulais faire à l'époque et quand on a lancé, qu'on a sorti des abonnements et tout, ça se faisait pas du tout. Donc il y avait vraiment, c'est vrai qu'il y a un effort parce que tu doutes tout le temps, tu te dis ok, je vais sortir des sentiers battus, mais est-ce que c'est ok ? Est-ce que tu vas aussi arriver à faire ce pourquoi tu t'es lancé ? Moi vraiment le yoga santé, c'est ce qui me boostait le plus, et en fait la première année, t'es juste à tenir les murs et à tenir ce que t'as fait pour voir si c'est ok, mais t'es même pas encore plongé dedans. Tu vois, là je commence à peine à entrer vraiment dans le vif du sujet de pourquoi j'ai lancé le projet. Donc c'est sans cesse revenir au pourquoi tu l'as fait. Ça peut être très galvanisant d'ouvrir un studio de yoga, mais franchement, 50% de ton temps, tu fais le ménage. Hein. Faut bien l'avoir en tête pour un enseignant de yoga, tu vois. Finalement, si ce n'est que l'enseignement et que tu te régales dans l'enseignement, franchement, indépendant, avec tes cours, tu auras plus de légèreté dans ta vie. Là, il y a une structure à tenir, une cohésion à créer, même si ça reste tu verras, assez libre, et je pense qu'on en parlera après, mais voilà, assez libre dans la façon de travailler, mais dans l'espace en lui-même, le fait, la lumière, les matériaux qui ont été utilisés, on se rend pas compte, mais pour nous, c'est très très important d'avoir le sens du détail, tu vois, ne serait-ce que pour les odeurs, la lumière, la chaleur. Enfin, c'était quelque chose où on s'est bien posé la question. Et je pense que le fait que moi, je suis hyper sensible au niveau des odeurs. Maintenant, des fois, je rentrais et tu sens que ça a travaillé dans la salle, par exemple. Tout de suite, j'ai mis des ventilateurs. C'est des choses, vraiment, le détail, il était important. Ouais, pour se sentir relaxé. Plus le sens du détail, il est poussé, entre guillemets, plus les personnes qui ont le rôle un peu de participant ou d'utilisateur, elles se sentent... ça paraît fluide, et du coup, elles se disent que c'est facile. Et souvent, quand on se dit « Ah là là, en fait, c'est bien, c'est facile, c'est normal », mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que derrière, il y a eu un énorme travail
pour qu'on remarque pas toutes ces petites choses que d'habitude on aurait pu relever. Tu vas se dire, il fait un peu froid, ou on sent que ça a travaillé avant. Mais en fait, là, les gens se disent pas forcément ça. Donc ça paraît normal. Mais en fait, je trouve que l'indicateur de... Quand les gens te disent ça paraît normal, peut-être c'est un bon indicateur quand même si c'est pas forcément une remarque qui fait plaisir, mais c'est un bon indicateur pour te dire que t'as bien poussé le sens du détail pour que personne ne remarque les petites choses. En plus, tu peux avoir le sens du détail sans forcément que ça soit physique. Tu vois, je pense, et j'aimerais bien d'ailleurs, ça me donne la curiosité, tu vois, j'aimerais bien poser la question à des élèves qui étaient là à Shambhala. Bah toi, t'es venu à Shambhala, dans cette salle où quand même il y avait un dégât des eaux au plafond, où t'avais des portraits, un bouddhiste de partout, où c'était la vraie salle d'association, et qui sont passés dans cette salle. Je pense que dans l'enseignement et dans la place de... c'est aussi... tu peux l'être juste dans ta façon d'être, tu vois. Pas forcément que dans le faire, mais aussi dans l'être. Oui. Mettre à l'aise les personnes, les guider quand elles arrivent. Il n'y a rien de plus horrible que de voir quelqu'un rentrer et regarder, dire « Bonjour », et qu'ils se sentent perdus. Bah non, il faut l'accueillir. En plus, c'est difficile des fois pour certaines personnes de passer la porte d'un studio de yoga. Donc si elle est là pétrifiée, se dire « Qu'est-ce que je fais là ?» Et dans la tête, ça commence, voilà. Donc... après, tu fais comme tu peux avec ce que t'as, mais ça peut aller sur plusieurs aspects, ouais. On vient de parler du cadre de l'environnement, on va dire, physique, la lumière, les odeurs, etc. J'aimerais aussi aborder la question de créer le cadre pour le groupe, parce que j'imagine que dans le cours de yoga, il y a des personnes qui arrivent avec différents niveaux, avec différentes attentes, avec peut-être une appréhension, ou au contraire, en se sentant très à l'aise, si on est très habitué. Donc toi, tu as ce rôle de professeur de yoga, d'embarquer tout le monde dans ta pratique. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu fais pour créer cette dynamique collective. Il y a plusieurs choses et je pense que la plus importante, c'est vraiment de pouvoir respecter ton propre cadre à toi et ce dont tu as besoin en tant qu'enseignant ou dans ton boulot que tu fais, d'avoir ce qui compte pour toi. Et c'est ce qui va t'aider à pouvoir trouver le ton juste, de créer une certaine atmosphère dans ton cours et te sentir à l'aise. Par exemple, et c'est dans mon cas, c'est super important que les gens, quand ils arrivent, moi je sois là. Tu vois, ça peut paraître... ça m'embête les cours où j'arrive en retard, je me vois vite ouvrir la porte, moi-même parce que... ça les met directement dans une certaine énergie. Donc c'est important pour moi de pouvoir respecter ce qui te semble nécessaire pour le bon fonctionnement en fait. Et c'est, dans des formations que j'ai fait et tout ça, évidemment on te donne des indications en tant que jeune enseignant. On te dit voilà, peut-être en début de séance, il faut que tu allumes telle bougie ou que tu fasses ça. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire. Il y a surtout quelque chose qui te convient à toi. Je vais te donner un exemple tout simple pour le studio. Il y a certains profs, quand c'est l'hiver, ils adorent que ce soit très lumineux dans le studio pour que les gens soient réveillés et voilà. Alors que moi, je déteste, j'adore la lumière tamisée. C'est hyper important que moi aussi, mon système nerveux, il soit détendu pour que je puisse donner mon cours, tu vois. Voilà. Et ça, c'est important. Et en fait, quand du coup, ton cadre, il est respecté, donc ça peut être sur ça peut être à l'heure aussi. Voilà, c'est très divisé dans notre équipe. Par exemple, ils sont plutôt tolérants sur les retards, donc ils vont dire, allez, 10 minutes, c'est OK. Il y en a, c'est souvent ceux qui ont une expérience depuis plus longtemps, donc tu vois, qui ont appris aussi ce dont ils avaient besoin au fur et à mesure. Ils te disent, moi, les retards, c'est porte fermée et tu rentres pas. Et donc, en fait, c'est des choix, mais c'est des choix qui vont être bénéfiques et aussi des fois qui vont te permettre de prendre position. Surtout dans le milieu du yoga, c'est tellement vaste, t'as tellement de yoga différents, tellement d'approches. Il n'y a aucune vérité, parce qu'on a très peu de recul, en fait. C'est très, très neuf, quoi, comme vision et comme art. Du coup, de prendre position dans le sens incarner, on va dire, ton style de prof de yoga. Exactement. Incarner ton enseignement, même. Plus que style de prof. C'est ton style de personne, en fait. Mais disons, qu'est-ce que... Voilà... on a le droit de ne pas être d'accord en étant enseignant de yoga et au contraire, c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur « Ah bon, toi,
tu pratiques quand t'as tes règles, ben moi non, ah je l'ai appris comme ça, ok. Et de toujours voilà, essayer de nourrir ce non-jugement qu'on peut avoir, mais c'est des échanges qui sont en fait qui sont riches. Et puis ça te permet d'avoir une vision plus éclectique aussi du yoga. Ouais, c'est sûr. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Alors en fait, si tu veux, quand j'ai monté le studio, quand je reviens à mon pourquoi, ok, pour mettre en avant le yoga santé, donc ça veut dire connecter avec aussi des organismes de santé, l'hôpital, tout ça. Mais qu'est-ce que je suis, moi, en tant que Paola, en dehors de l'Intuitive Yoga? Il y a vraiment ce côté, moi, je veux continuer à enseigner, en fait. Je suis enseignante de yoga et je veux avoir de l'espace pour mon enseignement. Donc, j'avais envie que la gestion du studio, ça soit pas quelque chose qui m'alourdisse non plus, même si ça a pris de la place. Donc, je donne moins de cours qu'avant, ça c'est sûr. Mais tant mieux, d'un côté, je vais te dire, parce que je suis assez jeune encore et peut-être je me serais un peu ennuyée toujours à faire 15... Enfin, voilà, c'est bien aussi que ça bouge un peu au niveau côté pro. Mais du coup, j'avais envie de quelque chose de plutôt léger. Et en fait, les enseignants, quand ils acceptent ou demandent à bosser au studio, c'est très simple. Donc, on leur donne voilà comment ça se passe. Et souvent, sont en contrat de auto-entreprise. Moi, j'ai été aussi comme ça à l'époque. Et avec un taux horaire de la prestation. Voilà, des conditions qui sont liées par rapport à l'ambiance du studio. Tu vois, par exemple, les élèves doivent nettoyer leur tapis. Après, chaque fois, c'est du détail, mais voilà. Et en fait, on a créé un groupe WhatsApp. Il y a tous les enseignants, des enseignants remplaçants aussi. Et dès que tu vas voir une personne qui n'est pas là ou qui sait qui va être pas là, elle pose un message sur le groupe et voilà, en fait. Et c'est très simple, ils envoient une facturation tous les mois. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau du cadre de notre relation. Pour moi, c'était important que ce soit très clair. Donc déjà, au niveau du recrutement, il y a plusieurs étapes. Et ensuite, une fois qu'ils rentrent dans l'équipe, ils reçoivent je pense, ça doit faire 5 pages avec comment ça se passe, je sais pas moi, les données de facturation. Enfin, j'avais vraiment envie aussi de professionnaliser ce métier qui est aujourd'hui malheureusement pas encadré. Enfin, mes yeux, après, c'est un vaste sujet, mais qui est aujourd'hui pas encadré et donc qui donne parfois l'occasion d'avoir des choses un peu, justement, pas trop cadrées. Alors, il n'y a pas de contrat encore, effectivement. Il pourrait très bien y avoir des contrats. Peut-être que ça viendra dans la vie du studio. Mais en tout cas, le fait que les personnes aient toutes les informations sur le déroulement, comment ça se passe, voilà, c'était important pour moi. Puis là, elles ont une certaine indépendance aussi, finalement, si chacun a son statut, avec le déroulé un peu, la charte de comment ça se passe quand on travaille dans ce studio. Et puis après, il y a une liberté, en fait. Ouais, et en fait, quand tu es enseignant de yoga, travailler dans un studio, c'est super cool, parce que ça peut t'amener un public que tu connais pas, ça peut t'amener aussi une équipe de travail. Enfin, attends, t'es isolé de ouf quand t'es enseignant. Enfin, tu vois beaucoup de monde, mais je veux dire... des collègues de yoga, à part dans un studio, il n'y en a pas. Et en fait, il faut que ce soit une activité complémentaire. En tout cas, dans le sud de la France aujourd'hui, peut-être que nous, on arrivera à le professionnaliser au bout d'un moment, mais je veux dire, à 100%, c'est bien d'avoir tes élèves et c'est là où tu t'en sors aussi financièrement. C'est un métier qui est quand même, je sais pas comment on peut dire, mais précaire. Voilà, c'est un métier précaire de ouf. Non, t'es pas du tout. Je me souviens quand je me suis lancée, aucune assurance voulait t'assurer, quoi. C'est précaire. Donc voilà. Oui, c'est pas encore hyper démocratisé. À mon avis, ça va changer. Ouais, voilà. Après, ce qui est difficile avec le yoga, c'est que c'est pas considéré comme un sport, mais comme un art de vie, une philosophie de vie. Donc comment ils vont. Bon, ça, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour les enseignants, le fait aussi d'avoir envie de choisir, je leur dis bien. Nous, ici, on va essayer d'apporter le maximum. Donc, on fait des petites formations, on essaye de les mettre en avant sur les réseaux sociaux, même ceux qui, que ça les intéresse pas, mais ça peut... En fait, juste nous, on peut communiquer dessus et le fait qu'on soit une structure, ça peut être... ils peuvent prendre leurs vidéos de yoga dans notre studio, tout ça. Mais voilà, il faut que ce soit un choix, il faut que ça corresponde à leur vision du yoga aussi.
voilà, qu'ils puissent s'éclater avec un public. La chance qu'on a, c'est qu'on a un public très éclectique, donc ça, au niveau de l'expérience d'enseignement, c'est chouette. Ouais, finalement, je trouve que ça rejoint un peu ta vision de la coopération que tu as partagée tout à l'heure avec les intentions de chacun et les règles du jeu. Si tu vois, si c'est des personnes qui ont un peu les bases du fonctionnement, les bases des fonctionnements aussi entre vous, entre équipes de professeurs, et qui ont des intentions qui sont alignées aussi avec l'état d'esprit et la philosophie que tu as créée au travers de l'intuitive. Disons que là où ça n'a pas fonctionné, parce que ça n'a pas fonctionné avec tous les enseignants, ça fait longtemps, mais au tout début, il y a avec certains enseignants où ça n'a pas fonctionné, et c'est parce que au niveau, eux, de leur cadre d'enseignement, ils ne savaient pas trop, voilà, est-ce que je vais faire que du studio, est-ce que je repars à l'étranger, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi aussi d'avoir ce truc de consentement. Ok, en fait, je consens parce que pour moi, ça fait sens. Ouais. Si ça fait pas sens pour toi de travailler en studio de yoga, ouais, c'est pas la peine, enfin, c'est dommage pour tout le monde. J'ai une question pour toi, donc nous, chez Holomère, on travaille pas mal avec, sur les questions de bio-inspiration, de biomimétisme, donc s'inspirer du vivant. Et du coup, on fait des parallèles, ce qu'on appelle les parallèles douteux. On prend des exemples du vivant qu'on aime bien et on tire des parallèles ni trop scientifiques, ni trop étudiés. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais un parallèle douteux à faire entre le vivant et la pratique du yoga. Moi, je pense que c'est pas un parallèle douteux, je pense que c'est un bon parallèle. Mais dans la pratique et dans la discipline du yoga, qui intègre la méditation et la respiration, et pas forcément que le mouvement, c'est tout ce qu'on va faire dans un cours de yoga, tout ce qu'on va être dans un cours de yoga, c'est lié avec le vivant. C'est lié avec le fait d'être humain. Et je vais te dire, ce matin, j'étais en cours privé avec une personne qui est en parcours chimiothérapie. Donc aujourd'hui, depuis 2 semaines, depuis qu'elle a appris qu'elle allait faire ce parcours, etc., on la qualifie de malade. Voilà, elle est qualifiée de malade. Et en fait, quand elle est venue en cours ce matin, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ?» Tu sais, en fait, on s'en fout. Là, on va venir travailler, c'est toi en tant qu'être humain qui est en train de vivre des expériences. Et des fois, de se remettre à cette place-là d'être humain, d'enlever les couches sociales, familiales, de responsabilité, ça te permet de revenir à ce que t'es. Donc, ça travaille un peu l'humilité, c'est pas plus mal. Mais voilà, Et pour moi, c'est revenir à regarder aussi le vivant autour de nous tel qu'il est, tu vois, et plus comme une personne, ou de catégoriser les gens ou les choses. C'est vraiment de revenir dans les choses telles qu'elles sont. Donc tu vas éveiller un petit peu ta conscience, regarder le ciel, et tu vas dire, ouais, quand même, je suis sur Terre, la Terre est en train de tourner, je vois le ciel, c'est ça, la réalité, c'est ça. Et donc ça te ramène complètement en connexion avec le vivant. Ouais. Toi, ce qui est autour de toi, ce qui est à l'intérieur de toi, le fait que tu respires et que tu l'aies jamais appris. Ce qui est ouf, c'est que tu n'as jamais appris à le faire. Donc, il y a une intelligence du corps et donc du vivant, comme tu n'as jamais appris à digérer. Tout ça, c'est disponible pour toi, c'est disponible tous les jours, gratuitement. Et en fait, tu l'as jamais appris. Et pourtant, ça se fait et c'est hyper logique et c'est plein de sens. Et voilà, et donc ça t'aide aussi à des fois développer le contentement, la gratitude, plein de choses qui peuvent paraître un peu bateau quand on en parle comme ça. Mais quand on analyse les choses et que vraiment tous les jours, tu reviens sur ton tapis et tu retravailles des choses que tu pensais avoir acquis la veille et qu'en fait, t'acquies jamais rien dans la vie, même pas la vie en elle-même. Du coup, c'est que t'es toujours en train d'interroger le vivant, en fait. Ouais. Et en fait, tu te confrontes au mouvement et à la qualité un peu éphémère des choses qui peuvent arriver dans le vivant, en fait. Rien n'est 100% figé, 100% éternel. C'est clair. Hyper intéressant. Je voulais quand même poser une question par rapport au contexte de transition écologique et sociale, parce que pour revenir un peu sur la coopération, nous, ce qu'on pense, c'est que en coopérant, on va pouvoir peut-être aller développer une vision plus systémique des choses, pouvoir plus facilement faire face aux imprévus, parce que forcément, on travaille avec des personnes qui ont peut-être des contraintes différentes des nôtres, donc on intègre, on va dire, différents points de vue, etc. Et du coup, moi, je voulais savoir un petit peu quel lien, en fait, tu fais entre
la pratique du yoga ou même le fait de travailler en coopération avec des gens et ce contexte de transition écologique et sociale. C'est aussi en lien avec ta question précédente, mais le fait de prendre conscience de ce que tu es, de qui tu es entouré aussi, de ton environnement, etc., ça te permet déjà d'avoir plus conscience des problématiques qui s'opèrent autour de toi, dans le monde, etc. Quand bien même, aujourd'hui, il peut y avoir on peut dire quelque chose comme... Il y a un yoga qui peut rendre très égocentrique aussi parce qu'il est très marketé aujourd'hui. Donc, ça dépend dans quelle démarche tu es. Mais tu peux aussi arriver dans un yoga pour te dire je vais travailler que le physique et au final être embarqué dans l'exploration infinie de la pratique. Mais je vais rester sur l'origine. Voilà, ça éveille la conscience. Donc, par un éveil des consciences, c'est là où il y a des prises de position aussi, ou en tout cas, je pense qu'il faut aller dans certains engagements et le fait de travailler ta pratique de yoga, ça te permet aussi de t'ouvrir à ça. Tu vois, même c'est tout bête, mais dans la façon de s'exprimer avec autrui. Tu vois, quand tu commences le yoga, t'apprends à ne pas te juger, tu peux pas faire le grand écart, aimer tes jambes quand même, à avoir de la non-violence envers toi, envers ton corps, dans la pratique, quand tu exiges une position ou une autre, ou une respiration. Donc ça, tu commences par toi-même, quoi. Puis t'en bouffes pas mal de pratiques. Et puis c'est encore un apprentissage d'une vie, en fait. Mais tu le testes sur toi, puis après, tu vas te dire « Ah, tiens, ok, j'ai été super en colère et j'ai dit un gros mot à mon copain ou à ma copine. Est-ce que si je l'avais dit peut-être autrement, j'aurais fait passer un message, mais je l'aurais fait passer avec de la douceur et avec de l'amour. » Donc, en fait, dans la pratique du yoga, il y a un aspect où tu vas venir nourrir cet amour universel, on va dire, que tu commences sur toi, ou peu importe par quoi tu commences, mais au fur et à mesure qui va commencer à teinter aussi en dehors de ton tapis de yoga. Après, l'enseignant, je pense qu'il est juste là pour guider. Finalement, c'est ce que va en faire le pratiquant qui est important. Parce que tu vois, en plus, les préceptes de yoga, il y en a qui datent. Est-ce qu'il y en a qui sont encore actuels ? Je sais pas, en fait. C'est ce que tu vas en faire. Mais en tout cas, ça va te faire réfléchir. Ouais. Tu vois ? Oui, c'est comment est-ce que toi, tu vas l'intégrer dans ta vie et dans ta pratique. Ouais. Et ce sera différent suivant les personnes. Tu vois, il faut que je ramène de la douceur parce que je suis très dure avec moi. Ok, qu'est-ce que tu vas trouver ? Et peut-être d'ailleurs que tu t'éloigneras du yoga et tu iras marcher dans l'eau tous les jours parce que ça te fait du bien. Mais à un moment donné, ça t'éveille. Et c'est comme la méditation et ce que je te disais donc la dernière fois, c'est vrai que pour moi, c'est des actes qui, je le vois comme ça, c'est vraiment des actes de révolution, mais pacifiques. T'as pas besoin d'exiger à autrui de travailler sur lui. T'es là, tu médites et tu observes les choses telles qu'elles sont. Et on accepte aussi que tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir le contrôle. Et sur le reste, il ne te reste plus qu'à respirer, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Je trouve que dans certaines séances de yoga, il y a le côté non productif. Des fois, c'est un peu difficile de l'accepter parce qu'on se dit j'arrive, je vais faire telle posture, je vais prendre l'option la plus dure, je vais me donner et tout. Et en fait, t'arrives et en fait, tu te rends compte que ton corps, il est pas forcément à l'endroit où tu penses qu'il est sur le moment. Et du coup, t'es un peu obligé d'accepter le fait que, en fait, si t'es pas en mode productivité et juste tu penses à respirer et à te mettre en posture de l'enfant, c'est tout à fait OK et il n'y a pas de... Enfin, ça fait partie aussi de la pratique, quoi. Complètement. Ouais, tu vas voir ça. Tu vas avoir aussi le fait que t'es super chaud, t'as envie d'un yoga dynamique, t'arrives, ton prof, il s'est fait mal au dos, il va te faire un yoga doux. Et là, tu vois les résistances. Jusqu'au moment où, vas-y, lâche prise, en fait. Ouais. Parce que... peut-être que ce que la vie a te proposé à certains moments, c'est pas ce dont tu avais envie, mais c'est ce dont tu as besoin. Du coup, tu peux laisser l'opportunité aussi, surtout dans notre vie. Franchement, il n'y a rien. On perd de plus en plus le côté inattendu, un peu naturel. Je veux dire, quand tu as rendez-vous, t'appelles avant ton rendez-vous la personne. Je veux dire, je sais pas si ça arrive encore à des gens d'avoir des copains qui sonnent chez eux sans les prévenir, quoi. Ouais, c'est clair. Vois, je veux dire, donc, tu retrouves un peu ce côté de « Ok, on va faire avec. Ouais. » Et on peut trouver des trucs cool dans ça.
Ouais, de laisser de la place à l'imprévu. Et surtout, tu vois, ça me fait penser quand même encore à la coopération, mais comment, en fait, tu vas te réajuster par rapport aux événements imprévus. Parce que toi, peut-être que tu as ton plan A, peut-être que tu avais genre un plan B au cas où, mais peut-être que ce qui t'arrive, ça te demande d'avoir complètement un autre plan qui est aucune des lettres de l'alphabet et auquel tu n'avais même pas pu penser. Et du coup, comment tu laisses un peu cette flexibilité, cette fluidité changer tes plans et te faire te réajuster pour vivre la chose la plus facilement possible, quoi. Ouais. Et en plus, en acceptant comme ça, il y a un truc magique qui se passe souvent, c'est que tu es aussi plus réceptif à ce qui se passe à l'extérieur de toi aussi. Et tu vois, ça arrive que dans des cours de yoga, tu es une personne vraiment très débutante qui est à côté de quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps. La personne qui est là depuis un peu plus longtemps, sans mots, sans regarder l'autre, mais elle sait que la personne débutante la regarde, elle va minimiser certains gestes, comme tu ferais avec un enfant pour lui montrer, tu vois, il y a vraiment ce côté attentif en fait. Là où tu portes ton attention, il y a ce truc où tu vas pouvoir peut-être faire attention à une personne qui est à côté de toi sur son tapis, même si dans la vraie vie, vous ne sauriez même pas parler. Parce que tu la sens en difficulté ou tu la sens en équilibre, elle pose le pied, elle rigole, tu rigoles avec elle pour lui donner aussi de l'élan. Et ça, voilà, c'est pour ça aussi dans les relations, dans le fait de communiquer et tout, je pense que c'est évident en fait. Plus t'es desserré de l'intérieur, plus ça se ressent sur ton extérieur, quoi. Écoute, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de notre discussion. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment un très bon moment en tout cas pour moi. Merci beaucoup à toi et pour ta patience parce que je parle beaucoup. Paola est professeure de yoga depuis maintenant 8 ans. Elle a ouvert il y a à peu près 2 ans le studio L'Intuitive dans le quartier des Arceaux, au sein duquel elle enseigne avec d'autres professeurs. Pour elle, la coopération, ça peut être en groupe, mais aussi à 2 dans des relations one-one. Et c'est le fait de faire des choses ensemble qu'on ne fait pas seul. Elle le considère donc comme un tremplin pour créer. Selon Paola, il est important que les intentions, même si elles peuvent être différentes selon les personnes, aillent dans une direction qui est commune. Et un autre point essentiel à la coopération, selon elle, c'est de poser un cadre qui permette à chacun d'être en accord avec les règles de fonctionnement et aussi avec la place qu'il a dans le projet. Et ça permet en fait à chacun de donner du sens à la coopération. Cette notion de sens, elle est extrêmement importante et le fait que chacun se sente dans la bonne place et ait bien compris les modes de fonctionnement du projet, ça permet vraiment de s'aligner et donc d'aligner les modes de fonctionnement aussi avec les modes de fonctionnement de chaque personne, même s'ils peuvent être différents. Mais voilà, on sait qu'on va dans une direction commune et qu'on est d'accord sur les manières de faire. Donc en fait, cette définition de la coopération, on la retrouve également dans les modes de fonctionnement de l'équipe d'enseignants du studio de l'Intuitive, puisque la plupart sont en auto-entreprise. Et donc en fait, les conditions qui sont propres au fonctionnement du studio, elles sont données après un recrutement qui est en plusieurs étapes. Et en fait, c'est de ce que nous dit Paola, un document très simple qui pose les cadres et les modes de fonctionnement. Le fait de travailler ensemble, il y a une communication régulière. Et en fait, ces personnes, elles vont adhérer au fonctionnement qui sont donnés dès le départ. Et les personnes choisissent d'être ici en fonction de leur choix aussi professionnel. Et peut-être que parfois ça ne colle pas. Et quand ça colle pas, c'est important de le signaler pour que du coup on puisse avancer ensemble tout en collant en fait aux règles de fonctionnement de départ. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être aligné et du coup qu'on va pouvoir trouver du sens aussi dans notre participation au projet. Donc avant de se consacrer pleinement au yoga en tant qu'activité professionnelle, Paola elle a eu un parcours dans le web marketing et elle a notamment évolué en tant que consultante en méthode agile dans les secteurs automobiles et des assurances. Et même si les missions lui plaisaient, le cadre de vie à Paris ainsi que l'environnement de travail ont vraiment créé du stress et ont amené Paola à avoir besoin de changer son environnement de travail. Et donc finalement, en ouvrant le studio de l'Intuitive, en créant son propre environnement dans la ville dont elle est originaire, Paola elle a su créer un cadre de travail qui correspond à ses manières de fonctionner. Et elle souhaite également que les élèves qui la rejoignent ou que les autres enseignants qui viennent dans son studio le fassent déjà parce qu'ils ont l'envie de le faire, aussi parce qu'ils s'identifient finalement à une certaine approche que peut avoir Paola, et du coup, même si on peut avoir des idées différentes, globalement dans l'approche,
il y a quelque chose qu'on retrouve et qui nous donne envie de participer. Mais aussi en lien avec les apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut faire comme apprentissage ? Le yoga, c'est une pratique qui est très large, donc finalement, quand on vient dans un studio, il y a des apprentissages qu'on fait dans un endroit qu'on ne ferait pas ailleurs et inversement. Et finalement, ce parallèle peut être fait aussi avec le monde de l'entreprise à un certain niveau, mais l'idée, c'est effectivement dans un projet, quand on veut coopérer, déjà de donner l'envie aux personnes qui participent de s'impliquer et de vraiment permettre de démarquer l'état d'esprit qu'on essaye de créer dans ce projet-là pour que les personnes se sentent aussi en correspondance avec la démarche et avec l'approche et puissent y trouver des apprentissages qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs en fait. Un autre point qui était très important, c'était le sens du détail, le fait de rendre les personnes confortables à la fois dans l'environnement physique, donc ça peut être la lumière, la décoration d'une pièce, l'odeur, le fait qu'il y ait de l'air frais, s'il y a d'autres personnes qui ont utilisé la salle avant, enfin voilà. Des détails physiques et aussi des détails plus dans la manière d'être, donc dans l'attention en fait qu'on va porter aux personnes, comment on les accueille, comment on clôture aussi une session de travail qu'on a pu faire ensemble. Donc tout ça, c'est des pratiques du studio de yoga, mais moi je trouve que ça s'applique également à des projets qu'on peut faire en entreprise ou dans d'autres domaines. De porter une attention en fait à l'environnement de travail dans lequel on est, les couleurs, les matières, la disposition de la salle, tout simplement. Et évidemment aussi dans la manière d'être, quand on organise une réunion par exemple ou un atelier, c'est extrêmement important de se poser la question comment est-ce que j'accueille les participants, comment est-ce que je clôture la session, qu'est-ce que je fais vivre en fait aux personnes qui viennent participer au projet. Donc voilà, tout ça c'est avoir ce sens du détail qui permet de faire vivre quelque chose d'agréable. Le yoga, c'est une pratique qui se fait souvent en cours collectif, donc il y a une certaine dynamique qui se crée aussi entre les participants. Et donc, quand j'ai demandé à Paola comment est-ce qu'elle crée cette dynamique collective, son conseil, ça a été vraiment de d'abord savoir et comprendre ce qui compte pour toi, pour créer une atmosphère qui met à l'aise en fait la personne qui anime le groupe. Et donc, de respecter en fait ce qui semble nécessaire pour que le groupe fonctionne. C'est-à-dire que si la personne qui anime est dans des bonnes conditions, en fait la dynamique de groupe va être beaucoup plus facile à instaurer que si déjà en tant qu'animateur ou animatrice on se sent pas à l'aise ou il y a des petites choses qui nous perturbent, du coup ça va se ressentir et l'énergie du groupe va être aussi affectée. En tout cas, ce qui guide Paola dans ses projets, c'est vraiment de revenir au pourquoi et au sens qui a été mis dans les décisions ou dans le fait de faire certaines choses. Et ce fait de revenir au pourquoi, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant dans des contextes de coopération parce que c'est aussi un des ingrédients de savoir repartager la vision commune, redonner une vision partagée, avoir des moments de réflexivité pour se redire dans quel destin commun est-ce que dans quelle direction commune est-ce qu'on va et pourquoi on y va en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on va dans cette destination-là ? Et puis quand j'ai posé la question à Paola sur le lien avec le vivant, elle m'a répondu, d'ailleurs je lui ai posé la question un petit peu avant qu'on s'enregistre, et elle m'a répondu mais en fait c'est pas un parallèle, le yoga c'est le vivant. Et effectivement dans sa réponse, ce qu'elle nous dit c'est que finalement quand on pratique le yoga, on est forcément lié avec le vivant qui est à l'intérieur de soi, puisqu'on s'écoute respirer, on met son corps plus ou moins en mouvement, voilà, mais aussi le vivant qui est autour de soi. Ça permet en fait de passer un moment où on peut se reconnecter à ce qu'on est vraiment en dehors des couches sociales, des attentes des autres. Là, c'est un moment où on prend le temps de s'observer dans sa nature en fait la plus basique. Ça permet vraiment d'être en lien avec son vivant à soi et avec le vivant qui est autour. C'est très intéressant de le voir aussi comme quelque chose qui peut... Finalement, la bio-inspiration et le biomimétisme, ça peut être qu'est-ce qui est dans la nature qui nous inspire, mais de comprendre que la nature, c'est pas seulement ce qui est autour de nous, mais c'est aussi des choses peut-être qui sont en nous ou juste à côté. Enfin, on fait partie aussi d'écosystèmes. Et du coup, c'est très intéressant, je trouve, de le voir de ce point de vue-là. Et justement, cette prise de conscience de ce qui est autour de nous, c'est aussi un des points qui est en lien avec le contexte de transition écologique et sociale que l'on vit actuellement et le fait... le lien qu'on peut faire en fait entre les coopérations, ce contexte, le yoga, etc. Selon Paola, le fait d'avoir cette prise de conscience de soi et de ce qui est autour, ça permet de mieux prendre conscience des problématiques actuelles. Et puis ça peut apporter
Un second bénéfice, on va dire, c'est dans la manière de s'écouter, de communiquer, dans le non-jugement, etc. En fait, quand on se l'applique à soi-même, par exemple lors d'une pratique de yoga, mais ça peut être à d'autres occasions, finalement, en commençant par soi-même, ça peut aussi se porter sur d'autres choses, sur nos proches, sur nos organisations, sur nos sociétés, etc. Donc, on citait l'exemple du lâcher-prise, le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, de laisser l'opportunité aussi à des choses dont finalement on n'en avait pas vraiment envie, mais c'est peut-être ce qu'on avait besoin. Et du coup, tout ça, en fait, ça vient vraiment éclairer un des autres ingrédients de la coopération, qui est le fait de savoir se réajuster face aux imprévus et d'être réceptif au contexte et à ce qui nous entoure pour pouvoir aligner finalement ses actions avec le contexte. Retrouvez les épisodes de l'Affluence une fois par mois. Ils forment un recueil de témoignages, de vécus liés aux transformations des pratiques qui vous permettra d'avoir des clés pour faire évoluer à votre échelle votre environnement professionnel. Chaque trimestre, dans un format plus court, nous explorerons un thème ou un concept qui apportera un nouvel éclairage sur les expériences partagées par nos invités. Pour ne rater aucun épisode et pour faire grandir ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser des étoiles si vous nous écoutez depuis Spotify ou Apple Podcasts. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Affluence.